On a eu, grâce à vous, 5 ce soir, Jacques Tarnero, Nathalie Sherman, Roland Roth, Michel Gourfinkel, Meyer Masri, vraiment une vision, un panorama extrêmement large de cette nouvelle donne idéologique, géopolitique. Je vais passer la parole à Pierrot Dreyfus pour le mot de conclusion. À titre personnel, vraiment, merci pour les exposés d'une richesse remarquable que vous nous avez fait partager. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau colloque en vidéo et à Jérusalem, tous ensemble. Et Pierrot Dreyfus, je vous laisse la parole. Merci. Merci Pascal, merci à tous nos intervenants. Je ne ferai pas de conclusion, car c'est Jacqueline, notre présidente Jacqueline Robibaud, qui fera la conclusion. Je vais être extrêmement bref. C'est très dur pour un avocat ou un ancien avocat, mais je le ferai quand même. Nous avons écouté 5 intervenants de prestige, disons-le. Nous avons commencé par Jacques Tarnero, qui nous a fait un exposé brillantissime sur la pénétration idéologique de l'islamisme dans les discours de gauche. Il a fait une progression dans le temps, puisque nous passons de 1945-1948, Israël est un État frugal avec des héros frugaux. Nous passons à 1967 avec un État qui est vainqueur. Israël n'est plus plein, mais craint. Nous passons alors à 1982, puisque à cette époque-là, on fait des Palestiniens comme les Juifs du ghetto de Varsovie, on fait des Palestiniens comme les Juifs du ghetto de Varsovie, et enfin, dans les années 2000-2002, on glisse vers la, entre guillemets, nazification, fermez les guillemets, d'Israël, et le Hamas et le Hezbollah étant pour certains des mouvements, entre guillemets, émancipateurs. Je crois ne pas avoir trahi la pensée de Jacques Tarnero, et nous passons alors à Nathalie Sherman, qui nous a fait un exposé également brillantissime sur les suprémacistes blancs sur les réseaux sociaux. Elle nous a parlé des Black Lives Matter et ensuite en réaction des Lives Matter. Et à cet égard, elle nous a donné un exemple d'une joggeuse blanche qui rencontre tout à fait par hasard à New York un noir, lequel lui demande de mettre le genou à terre pour, entre guillemets, s'excuser. Enfin, Nathalie Sherman nous a parlé des divers groupuscules de la droite, de l'extrême droite, extrême droite française, le parti de la droite, du nommé Benedetti, l'Action française, Génération identitaire. Elle nous a parlé des survivalistes et des accélérationnistes, des mouvements qui veulent créer le chaos. Et enfin, elle nous a dit que malheureusement, ce genre d'idées était un tantinet en vogue dans certains milieux militaires. Passons, si vous le voulez bien, à a été extrêmement brillant. Ils ont tous été d'ailleurs extrêmement brillants, de sorte que je ne le répéterai pas. Roland Roth nous parle de la dérive de la Convention de Rome après le tribunal international de Nuremberg, Israël étant à l'origine de la Convention de Rome, et Israël qui voulait à l'époque un tribunal permanent. Les choses se sont en quelque sorte retournées contre Israël, on le sait,
devant la Cour pénale internationale et devant la Commission des droits de l'homme ou, par exemple, devant cette Commission des droits de l'homme, sur 57 pays qui la constituent, il existe une majorité automatique contre Israël. Mais Roland Roth a été optimiste puisqu'il a marqué une évolution un peu favorable à l'égard d'Israël, donnant deux exemples. Dans la dernière résolution de la Commission des droits de l'homme, aucun pays européen n'a voté contre Israël. C'est une évolution évidente et favorable. Et enfin, il a marqué le fait que devant la CPI, la Cour pénale internationale et la Commission des droits de l'homme, à l'heure actuelle, on arrive à aviser Israël à l'avance s'il existe une menace de poursuite contre des personnalités israéliennes. Passons à Michel Gurfinkel, qui lui aussi nous a fait un exposé dans le temps, puisqu'il a évoqué la synergie des antipuissances, il a évoqué l'organisation de Shanghai, qui était à l'origine un axe sino-russe. En 1991, nous sommes en présence d'une coalition entre guillemets anti-hégémonique, fermez les guillemets, c'est-à-dire contre les USA et les pays occidentaux. Dans cette structure, à l'origine, on pouvait voir essentiellement la Russie d'après l'URSS, et par la suite, on a pu constater que c'est la Chine qui a pris la tête de cet axe anti-occidental, anti-hégémonique, à partir notamment des années 2010, c'est-à-dire du début de l'ère de Xi Jinping, ce qui explique l'attitude chinoise par rapport à la Covid. Michel Gurfinkel s'est en conclusion demandé si Israël sera le grand perdant de la nouvelle guerre froide, puisque les petites puissances devront prendre parti face aux hyperpuissances que sont notamment la Chine et la Russie. Enfin, Meir Masri nous a évoqué le Moyen-Orient en bouleversement. Le Moyen-Orient est en bouleversement depuis plus de 50 ans. La place d'Israël n'a jamais été aussi éminente qu'à l'heure actuelle. C'est l'axe des États contre l'axe des non-États, dit Meir Masri. 2020 a vu non seulement émerger la Covid, mais également les traités dits de paix, et c'est une véritable paix. Il a donné un exemple, et je terminerai là-dessus, il a donné un exemple des médias émiratis qui ont modifié leur langage pour ne pas froisser les Israéliens. C'est ainsi que les médias émiratis ont interdiction d'utiliser le mot Nakba. Voilà très schématiquement et le plus rapidement possible quelle a été la substance de ces 5 exposés qui étaient les uns plus remarquables les uns que les autres. Jacqueline voudrait conclure, je crois. On ne peut pas dire quelque chose? Oui, justement, j'ai une question à te poser. Je peux te poser, Jacques? Oui, non, mais par ailleurs, entre nous, j'aurais eu des remarques, des demandes complémentaires que j'aimerais formuler. Ok, alors moi, je peux te poser une question et tu pourras très rapidement poser la tienne. Je voulais savoir, il a été question
de faire un parallèle entre l'extrême gauche en France et l'extrême droite en France. Je voudrais savoir si tu penses que c'est le même combat et lequel est le plus dangereux en France et vis-à-vis d'Israël. Les liens entre ultra-gauche et ultra-droite en France sont vieux. En 1967, juste avant la guerre des 6 jours, il y a un texte de défense de l'Occident dans lequel on trouve comme co-signataire Paul Racinier, le premier négationniste qui venait de la gauche. Il est présent là-dedans. Et l'antisionisme est éminemment présent, comme l'a rapporté Nathalie Sherman, dans nombre de mouvements d'extrême droite. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, je parle pour la France. Et là, je pense que l'exposé est très riche, inquiétant, de Nathalie Sherman sur les mouvements suprémacistes blancs est surtout valable, à mon sens, pour les pays de l'Est, dans l'ex-giron de l'Union soviétique, en Hongrie, dans les pays nordiques, en Pologne, et ainsi de suite. Mais en France, par exemple, je prends le cas que je connais le mieux, à mon sens, par rapport à la dangerosité idéologique, je dis bien idéologique, vu le poids démographique de la population d'origine arabo-musulmane en France et qui peut être séduite justement par toutes les thèses conspirationnistes, complot juif. C'est de ce côté-là que c'est très dangereux, du côté de l'ultra-gauche et de la gauche, pour des raisons électoralistes, pour des raisons de clientélisme, qui va puiser sa réserve de soutien. Je prends qu'un homme comme Mélenchon, le parti de Mélenchon, beaucoup de tendances chez les écologistes, adore, d'une part, dire qu'Israël, c'est la menace fasciste au nom de l'antifascisme, et du côté de la cause palestinienne, c'est le tiers-monde, c'est Che Guevara, c'est toute cette histoire-là qu'on essaye de revivifier, même si politiquement, ça représente pas grand-chose. Je voudrais donner 2 références de livres très importants pour comprendre l'étendue des enjeux aujourd'hui, comprendre la généalogie de tout ça. L'un est le livre de Pierre-André Taguieff, que vous connaissez, c'est un politiste méticuleux, extraordinairement compétent, directeur de recherche au CNRS, de l'islamo-fascisme, de l'islamo-nazisme à l'islamo-gauchisme. Je ne vais pas le développer, c'est d'une richesse prodigieuse. Le deuxième livre est celui de Yves Mamou. C'est un livre qui problématise, d'une part, fait une analyse chronologique, historique, de l'évolution idéologique des rapports à Israël et de l'évolution problématique de ces questions. Il est indispensable, il est d'une richesse prodigieuse, il est d'une clarté totalement lumineuse. Donc, dans les librairies francophones, je vous conseille de vous les procurer. Merci Jacques. Merci beaucoup. Je ne vais pas refaire la conclusion que Pierre Dreyfus a fait magnifiquement bien. Une toute petite question à notre ami Michel Bourquel. Je voudrais savoir quelle est votre opinion, mais très très rapidement, et après on termine, par rapport les années après Trump. Quelle est la politique suivie par l'administration Biden vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du monde? Et très rapidement, merci. En 2 mots, cette administration est maintenant au pouvoir depuis environ 6 mois. Ce que nous savons, c'est que c'est le Parti démocrate qui est disons, l'électorat, la partie de l'Amérique élue Biden est extrêmement divisée. Il y a une aile démocrate
classique qui a toujours été pro-israélienne, qui a toujours eu de bonnes relations avec la communauté juive, et il y a une aile démocrate extrémiste qui représente des milieux totalement différents et qui, elle, est à la fois anti-israélienne et souvent, en réalité, également anti-juive. La question est de savoir comment Biden arbitre entre ces deux tendances, en réfléchissant bien au fait qu'il ne peut pas tout à fait se passer ni de l'une tendance ni de l'autre. L'impression que nous avons, c'est que par rapport à Israël, l'arbitrage consiste pour le court et moyen terme à maintenir une politique pro-israélienne qui de toute manière est soutenue par environ 70% de l'opinion publique aux États-Unis. Mais que, par ailleurs, il y a des concessions qui, pour l'instant, sont des concessions plus rhétoriques que réelles. Malheureusement, la rhétorique finit par laisser des traces. Il y a des concessions rhétoriques qui sont également accordées au courant démocrate d'extrême gauche. Et surtout, il faut se demander qu'est-ce qui va se passer à long terme. En d'autres termes, est-ce que les démocrates classiques vont continuer à dominer le parti démocrate à long terme, ou bien est-ce que les nouveaux démocrates vont prendre la direction du parti? Il y a malheureusement beaucoup d'indications qui vont dans un sens très pessimiste, qui tendent à montrer que plus un électeur démocrate est jeune, plus il se rapproche de l'aile radicale du Parti démocrate, c'est-à-dire de l'aile anti-israélienne et de l'aile indifférente vis-à-vis des problématiques juives. Donc, en conclusion et en résumé, ma motion de synthèse, c'est que on peut penser que nous avons avec l'administration Biden, avec un secrétaire d'État tel que Blinken et avec un secrétaire à la Défense tel que Austin, nous avons peut-être la dernière administration démocrate pro-israélienne. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel. Merci, Meyer. Vraiment, tu as été extraordinaire comme d'habitude. Merci à tous nos intervenants. Merci à Nathalie. Merci à Roland Roth, bien entendu. Et vraiment, je crois que ce 14e colloque a été, comme nos autres colloques, très intéressant et a posé beaucoup de questions. Nous n'avons toujours pas les réponses, mais c'est le but de nos colloques. Merci à vous tous. Merci à tous les participants. Merci au président des loges israéliennes. Merci à tous ceux à Paris qui nous ont rejoints. Et je vous souhaite une bonne fête de la musique. Et je suppose que vous allez voir les résultats des régionales en France. En attendant, bonne continuation. Pierrot? Je peux donner des informations sur les régionales en France. Une information qui vient du Figaro, c'est une bonne lecture. Une belle performance pour la droite. Selon les premières estimations à l'échelle du pays, les républicains semblent avoir nettement distancé leurs adversaires lors du premier tour des élections régionales qui s'est tenu ce dimanche. Crédité de 29% sur l'ensemble de la France, selon un sondage Ipsos, Soprasteria, etc., le parti de Vaugirard arrive très loin devant le Rassemblement national, donné deuxième malgré tout à 18,5% dans un mouchoir de poche avec le Parti socialiste. Voilà quelles sont les premières informations. Excusez-moi d'être intervenu. Eh bien, ce fut très intéressant. Merci à vous tous. Merci à nos amis de Paris. Merci à nos amis d'Israël. Be'atzlacha. Et merci à Pascal qui a mené de main de maître, comme d'habitude, ce colloque.
malgré toutes les activités professionnelles qu'elle a eues pendant ces 2 mois, et ce n'était pas des moindres. Je voudrais remercier très chaleureusement notre ami l'ambassadeur Yoel Sher, qui nous a beaucoup aidés et qui n'a pas pu être présent parce qu'il a eu des petits problèmes de santé. Un grand refoua shlema, ami Yoel, à très bientôt, et nous vous attendons pour le 15e colloque en visioconférence et peut-être présentiel en même temps. Merci à vous tous et bonne continuation. Merci. Au revoir.